10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sud Radio. On démarre ensemble ces 3 heures d'émission de l'actualité, des débats, des coups de cœur, des coups de gueule et surtout vos réactions parce que vous le savez, vous êtes au cœur de cette émission. Appelez-nous dès maintenant 0826 300 300, 0826 300 et puis vous pouvez aussi participer à ces débats sur sudradio.fr, sur Facebook, sur Instagram, sur X, sur TikTok. Une question, un avis, un témoignage, on vous écoute, on vous reçoit, on vous lit et c'est parti, on commence avec cette première question qui va nous intéresser ce matin. De plus en plus de communes françaises dans les années qui viennent vont être concernées par cela. Que fait-on quand la mer avance ? Faut-il laisser la nature reprendre ses droits, même lorsqu'elle menace des commerces, des emplois, des activités installées depuis des années ? À Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, plusieurs restaurants de plage vont devoir fermer d'ici le mois d'octobre. En cause, le recul du trait de côte lié à la montée du niveau de la mer. Un dossier qui pose une question beaucoup plus large. Comment adapter nos côtes au changement climatique sans fragiliser ceux qui les font vivre ? Amis auditeurs, on aimerait vous entendre. Est-ce que vous auriez accepté cette décision si votre commerce était concerné ? Est-ce que vous pensez qu'il faut s'adapter dès aujourd'hui, même si cela coûte des emplois, des commerces ? Est-ce qu'il aurait fallu peut-être anticiper ce problème il y a plusieurs années ? Appelez-nous au 0826 300 300, 0826 300 300 et nous recevrons dans quelques instants le gérant de 2 restaurants de plage qui doivent fermer dans les prochaines semaines. Il nous expliquera pourquoi et comment il compte contester cette décision avec le maire de sa commune. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on reviendra sur cette frontière qui est devenue le symbole de la pression migratoire aux portes de l'Europe. J'ai nommé Ceuta, cette enclave espagnole située sur le sol africain qui est l'une des principales portes d'entrée vers l'Union européenne. Malgré les barrières, les contrôles renforcés, la coopération avec le Maroc, des milliers de migrants tentent chaque année de rejoindre Ceuta, parfois au péril de leur vie. Pour les autorités espagnoles, la pression migratoire reste forte, mais pour l'Europe, c'est une question qui revient. Comment protéger efficacement nos frontières extérieures ? Alors ce matin, on vous donne la parole. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'Union européenne ? Est-ce que sa politique migratoire vous paraît adaptée à cette situation ? En tout cas, dans un instant, nous serons avec Fabrice Leggeri, réputé député européen, décidément, du Rassemblement national, ancien directeur exécutif de Frontex, l'agence européenne du garde-frontières et des gardes-côtes. C'est un beau programme qui nous attend ce matin et ça commence tout de suite. 10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et on voulait vous parler ce matin d'une décision qui pourrait demain concerner beaucoup d'autres communes françaises. À Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, une dizaine de restaurants de plage devront être démontés d'ici le début du mois d'octobre avec la redéfinition du trait de côte par les services de l'État. C'est une décision qui a été prise pour tenir compte du recul du littoral et de la montée du niveau de la mer. Résultat, des emplois sont menacés, des investissements risquent d'être perdus et les professionnels dénoncent, on le comprend, une décision prise sans véritable concertation. Alors comment protéger le littoral face au changement climatique sans condamner ceux qui y travaillent ? L'État applique-t-il simplement la loi ou va-t-il trop loin ? Et cette situation à Villeneuve-Loubet annonce-t-elle ce qui attend demain d'autres et de nombreuses autres communes du littoral français ? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons ce matin Mourad Bouzayan, gérant du 716 Beach et du Rani, 2 établissements directement concernés par cette décision. Bonjour Monsieur Bouzayan. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui va se passer très concrètement pour votre décision, pour votre restaurant dans les prochaines semaines et comment vous avez appris cette décision ? Alors, comment ça va se passer ? C'est que là, ils nous demandent de quitter les lieux et de remettre les clés d'ici le mois d'octobre. Comment vous avez reçu cette décision ? Alors, j'ai reçu un courrier de la part de la DDTM où il était stipulé dessus que j'avais 4 mois pour quitter justement l'établissement. Ce qui a été un choc total, quoi. Parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc vous avez juste reçu un courrier qui vous annonce simplement comme ça que vous devez fermer dans quelques semaines votre commerce. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu plus d'explications, plus d'anticipation, vous n'avez pas eu de coup de téléphone il y a quelques mois, quelques années, peut-être par les services de l'État qui auraient pu vous prévenir de cette situation. Vous l'avez reçu comme un coup près sur la tête. Ben oui, c'est ça. Si on m'avait expliqué auparavant qu'est-ce qui pouvait se passer en fait, qu'il y avait justement de l'érosion ou qu'on m'aurait appelé ou qu'on nous aurait pris un rendez-vous tout simplement, on nous aurait tout expliqué de A à Z, on aurait pu comprendre.
qu'il y ait un risque d'érosion, etc. Et que voilà, il faut tant d'années, préparez-vous, bientôt vous allez devoir quitter les lieux. Mais là, aujourd'hui, pour moi, ça a été brutal, ça a été un choc brutal, parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. Des années d'investissement, des années de travail, pour qu'on vienne aujourd'hui, du jour au lendemain, parce que c'est 4 mois, pour moi, c'est du jour au lendemain. Et pour moi, c'est une décision hâtive. Et qu'on vous dise, oui, vous avez 4 mois pour partir, sans solution. Pour moi, je trouve ça, c'est complètement injuste. Et je vous dis clairement, ce qui se passe là, c'est que je n'arrive même pas à trouver les mots. Je me perds parce que je suis entre désolation, tristesse, j'ai toutes les émotions qui s'emballent. Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre qu'on puisse faire ça à un commerçant qui paye des impôts en France, qui crée de l'emploi, et nous faire partir comme ça, sans indemnité, sans aucune solution, après des années de vie. C'était pas normal en fait. 4 mois pour partir, sans aucune indemnisation. On traite des gens, pas un dossier. Là, on parle de la vie et de conséquences humaines. Oui, on comprend très bien votre désarroi. Ça fait combien d'années que vous avez ces 2 établissements ? Alors, un établissement de 716, ça fait presque 10 ans. On va dire que je suis là-bas. Ça fait je suis rentré dans la 9e année. Donc ça va faire presque 10 ans. Et là, le Rahani, ça a été un projet où ça fait je suis à presque 2 ans de travaux et j'ai ouvert en décembre 2025. Donc c'est tout récent. Oui, donc c'est tout récent. Alors d'abord, est-ce que vous comprenez au fond les arguments de l'État, c'est-à-dire cette nécessité au fond d'adapter les côtes face au changement climatique ? Alors ce que je comprends, c'est qu'il y ait un effet climatique, justement. Donc, on parle de l'érosion. Mmh. Oui, la montée du niveau de la mer, c'est ça ? La montée du niveau de la mer. Mais par contre, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est l'urgence dans laquelle il la traite. Et c'est là où on est, parce que je parle en mon nom et en nom des restaurateurs, on est dans l'incompréhension totale. Parce que là, aujourd'hui, on nous donne 4 mois. Mais où est l'urgence ? Quand on sait qu'une érosion, ça se construit sur des années et non pas sur des mois. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut parler en dizaines ou en quinzaine d'années. Et là, on vient nous dire 4 mois pour quitter, mais c'est totalement irrationnel. Et c'est là où je ne comprends pas. Oui, c'est-à-dire que si on entend bien votre témoignage, Monsieur Bouzaïan, au fond, c'est peut-être pas la décision qui a été prise qui est contestable, c'est vraiment la façon dont on vous a annoncé les choses et la façon tardive aussi de vous l'avoir annoncé, c'est-à-dire la manière dont cette décision a été prise. Ben oui. Là, on a l'impression de se retrouver dans une cour d'école. Parce que, pourquoi je dis ça ? C'est comme là, quand ça va paraître irrationnel, c'est comme maintenant, les jeunes de maintenant, quand ils quittent leur copine, ils leur envoient un message. Et ils ne viennent pas lui dire en face. Je trouve ça lâche. Parce que normalement, on aurait dû nous convoquer, les restaurateurs, dans un bureau, peu importe, la DDTM ou quoi, en nous expliquant les choses. Voilà, écoutez, voilà, il y a une montée de niveau d'eau, une érosion, donc ça commence à devenir dangereux, il va falloir quitter les lieux. Par contre, voilà, on va vous trouver une solution. La solution, c'est où donner des années, ou peut-être trouver une solution. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a aucune solution. Là, aujourd'hui, ça serait la solution pour moi, une des solutions, nous dire par exemple, voilà, écoutez, on va vous faire ça en démontable, vous allez pouvoir exploiter l'été parce que l'hiver c'est peut-être dangereux ou quoi, et au fur et à mesure, voilà, vous serez exproprié. Mais l'expropriation, elle passe par 2 causes, l'intérêt du domaine public et une juste compensation pour la personne qui est sur place. Et là, du coup, il n'y a rien. Rien du tout. On ne vous a absolument rien proposé autrement de solution, de rechange on ne vous a strictement rien proposé. On vous a simplement dit vous devez fermer votre commerce. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. C'est exactement ça. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, en fait, à la base, ce terrain, c'est un terrain privé. Depuis plus de 70 ans, il appartient à un propriétaire, Monsieur Jacques Deboul. Donc, je ne comprends pas. On peut pas comme ça. On n'est plus à l'époque des colons là. Là, aujourd'hui, moi, je vous dis honnêtement, moi, je catégoriserais ça comme un racket légal. Parce que c'est totalement ce qui est en train de se passer, là. Là, aujourd'hui, on nous prend tout sans rien nous donner. Aujourd'hui, par exemple, sur un des 2 commerces, moi, j'ai un crédit qui est en cours, que je suis en train de payer. Je suis en train de rembourser 160 000 €. Et là, on me dit, monsieur, prenez, partez, vous vous débrouillez avec ça. Donc, du coup, l'État m'endette et moi, je dois continuer à payer les dettes.
Ouais, mais c'est complètement irrationnel. Parce mais que on là, comprend complètement votre colère. oui, c'est Justement, bizarre. expliquez-nous peut-être très concrètement, vous avez investi donc dans vos établissements, vous employez forcément des salariés. Qu'est-ce que cette fermeture, elle représente concrètement pour vous et pour vos équipes? Vous avez donc un prêt sur le dos. Expliquez-nous concrètement, expliquez aux éditeurs ce que ça représente pour vous, la fermeture de ce commerce. Pour moi, déjà, j'ai des employés qui travaillent avec moi, dont des étudiants, donc dont un étudiant ça fait 5 ans, qui travaille chaque été pour moi. Je veux dire, c'est un job d'été pour lui. Il a l'habitude de travailler chez nous et ça lui plaît. Écoutez, aujourd'hui, nous, c'est une entreprise, on va dire, limite, hein, même s'il n'y a pas des membres de ma famille qui travaillent dans cette société-là, ou dans les deux, c'est limite familial. Parce que voilà, on s'entend tous bien, on travaille dans la joie, la bonne humeur, on est face à la mer. La clientèle, c'est une clientèle, on va dire, familière aussi. Bon, je ne parle pas des touristes, mais on a des gens qui viennent tout le temps, la façon dont on les traite, tout ça. Et là, on va dire, sous prétexte que c'est l'État, excusez-moi, je reviens encore dessus parce que c'est ce qui me choque le plus. Et je vais donner un exemple. Si vous me le permettez. Là, aujourd'hui, si vous prenez un malfrat qui va racketter, parce qu'on parle de restaurateur, qui va racketter un restaurateur, ce malfrat va être poursuivi et condamné à une peine de prison. Aujourd'hui, l'État se permet de nous racketter et ça devient légal. C'est là où je comprends plus rien et je me dis qu'on est en France, dans un pays de droit, de liberté, de loi, bien évidemment. On entend votre colère. Merci beaucoup, merci beaucoup Mourad Bouzayene d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre témoignage. On a une pensée évidemment pour tous les professionnels du littoral qui se retrouvent aujourd'hui confrontés à ces décisions et qui cherchent des solutions pour préserver leur activité. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on reviendra sur cette question qui divise les Européens. L'Union européenne protège-t-elle suffisamment ses frontières? Et nous serons en direct avec Fabrice Leggeri, député européen du Rassemblement national et ancien directeur exécutif de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. À tout de suite sur Sud Radio. 10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et nous sommes de retour sur Sud Radio, il est 10h16 précisément. Et ce matin, on revient sur la situation à Ceuta. Cette situation qui remet une nouvelle fois la question migratoire au cœur du débat. Au-delà de l'urgence sur le terrain, c'est toute la politique migratoire européenne qui est régulièrement remise en question. Contrôle des frontières, coopération avec les pays d'origine, d'accueil, droit d'asile, les défis sont nombreux. Et pour en parler ce matin, nous sommes en direct avec Fabrice Leggeri, député européen du Rassemblement national et ancien directeur exécutif de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Bonjour monsieur le député européen. Bonjour madame. Bonjour, merci d'être avec nous. Ces images de Ceuta ont marqué l'actualité ces derniers jours. Est-ce selon vous la preuve au fond que la stratégie européenne en matière d'immigration ne fonctionne pas ? Alors, en ce qui concerne cette submersion migratoire de 60 000 personnes ou 70 000 personnes à Ceuta, qui compte 80 000 personnes, c'est d'abord, je pense, le problème du laxisme du gouvernement espagnol, socialiste, gouvernant avec l'extrême gauche. Parce que depuis plusieurs mois, le gouvernement espagnol a lancé une régularisation, qui a annoncé régulariser 500 000 clandestins. Il s'avère qu'il y a plus d'1 million de clandestins en Espagne qui ont demandé des régularisations. Et donc, si vous voulez, ça affaiblit l'idée que on ne doit pas entrer clandestinement en Espagne et par conséquent clandestinement dans l'Union européenne. Je pense que ça, c'est quand même le point de départ. Ensuite, que s'est-il passé? Comment se fait-il que 70 000 migrants massés à la frontière n'aient pas été aperçus? Il y a des polémiques pour savoir si ce sont, je cite, des menaces hybrides, une instrumentalisation géopolitique, par qui, comment, tout ça. Il faudra peut-être l'analyser. Mais je crois que de toute façon, ça révèle effectivement que l'Union européenne et ses États membres sont encore trop faibles par rapport à la politique migratoire et au contrôle des frontières, c'est-à-dire que nous ne sommes pas pris au sérieux. Oui, donc ce serait le gouvernement de Pedro Sánchez qui a lancé un appel d'air finalement avec cette politique qui est pour la régularisation assez massive des migrants. C'est vrai que certains considèrent qu'au fond, il est possible que le Royaume du Maroc ait aussi laissé intervenir également pour d'autres raisons de politique et notamment de géopolitique.
Vous savez, il y a eu des précédents. Par exemple, la Turquie, en février-mars 2020, a officiellement revendiqué qu'elle allait envoyer des dizaines de milliers, des centaines de milliers de migrants vers l'Union européenne et vers la Grèce. Il y a eu à partir de 2021, la Biélorussie qui a fait de même en envoyant des dizaines de milliers de migrants vers la Pologne, vers les États baltes. Donc c'est quelque chose qui peut exister. Maintenant, moi, je n'ai pas les éléments indiquant que c'est une volonté géopolitique étatique de qui que ce soit. Mais en revanche, il y a aussi eu une décision de justice de la Cour suprême espagnole qui a peut-être été le déclencheur à la fin du mois de juin, début du mois de juillet, puisque cette décision de justice espagnole dit que les autorités espagnoles n'ont plus le droit de renvoyer immédiatement le même jour les clandestins qui arrivent à Ceuta en provenance du Maroc, si ils arrivent à la nage. Et donc ça a provoqué malheureusement, je dirais, un contournement de la barrière physique, puisque c'est une frontière terrestre entre Ceuta et le Maroc. Il y a eu un contournement par, je dirais, une nage de quelques centaines de mètres entre une plage marocaine et une plage espagnole. Donc il y a eu aussi cet élément d'une décision de justice que personnellement je trouve irresponsable si elle a pour conséquence que des milliers de personnes se jettent à l'eau pour passer. Il y a quand même eu plus de 70 morts. Donc ça c'est aussi du côté des migrants. Oui, 75 selon les derniers chiffres. Vous avez dirigé Frontex d'ailleurs pendant plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement de quoi manque aujourd'hui l'Europe pour mieux se protéger face à ces afflux massifs de migrants ? Ouais, je pense que ce qu'il faut à ce stade, c'est qu'il y ait l'assurance d'une détermination politique très ferme. Parce que je vois encore les conclusions du Conseil des ministres des Affaires intérieures des États de l'Union européenne ces jours-ci. On a toujours un catalogue de mesures qui consiste à renforcer les effectifs, à renforcer les moyens de Frontex, à renforcer... Si vous voulez, on parle d'argent et de personnel. On parle parfois un petit peu de méthode opérationnelle, mais ce qu'il faut, c'est vraiment que l'on ait une position ferme et que nous soyons pris au sérieux. Quand je vois que il y a eu en Espagne, je vous le disais, cette politique de laxisme depuis plusieurs mois, mais vous voyez aussi que le gouvernement français et Emmanuel Macron, alors que la France est le premier pays concerné par ce qui se passe en Espagne, puisque nous avons 400 kilomètres de frontières communes entre la France et l'Espagne, et que la France est le point de passage obligé pour tous les migrants clandestins qui voudraient aller d'Espagne vers le reste de l'Europe. Donc nous devrions, nous Français, avoir une politique ferme. Le Rassemblement national, par la voix de Jordan Bardella, a demandé le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures entre la France et l'Espagne. J'ai l'impression que le gouvernement français fait un petit peu de la figuration, mais il n'y a pas la volonté ferme unanimement exprimée par tous les dirigeants. Et donc ça, c'est l'une des faiblesses aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que effectivement, la France a décidé par la voix d'Emmanuel Macron plutôt de choisir une autre voie, c'est celle dite de la solidarité vis-à-vis de l'Espagne, en considérant qu'au fond l'Espagne n'était pas responsable vraiment de cet afflux de migrants, qu'elle l'avait subi et que donc il fallait lui apporter une aide d'une certaine façon. Même si vous venez de nous l'expliquer, il y a aussi si ce n'est des comportements, des attitudes, en tout cas des mesures politiques qui ont été annoncées par le gouvernement espagnol, qui laissaient entendre aussi qu'il y avait des ouvertures. L'une des questions qui est posée aussi régulièrement, c'est au fond, parce que vous nous disiez, Pedro Sanchez, les socialistes, etc., ont plutôt été, justement, ils ont pas une politique particulièrement ferme, disons les choses avec un peu d'euphémisme vis-à-vis de la question migratoire. Mais par exemple, Giorgia Meloni en Italie, elle, sur le coup, elle a été élue sur l'idée d'avoir une politique plus dure en termes d'immigration, et malgré tout, elle a dû, pour des raisons économiques, régulariser aussi un certain nombre de migrants. Donc il y a des critiques aussi qui se font vis-à-vis de ceux qui ont des discours qui sont particulièrement fermes vis-à-vis de l'immigration. Vous entendez aussi cette critique qui est faite à Giorgia Meloni notamment ? Alors, Giorgia Meloni a le grand mérite d'avoir lancé, je dirais, le signal d'une politique très ferme aux frontières extérieures et d'abord aux frontières de l'Italie contre l'immigration clandestine. Il y a eu dans les 3 dernières années une diminution en général de près de 65% du nombre d'arrivées
en Italie, en provenance de la Méditerranée. Maintenant, il y a aussi, et ça c'est une politique que au Rassemblement national nous considérons comme étant une politique, je dirais, souveraine de chaque État membre de l'Union européenne, qui a le droit d'évaluer s'il veut ou non délivrer des visas de travail parce qu'il aurait des besoins de main-d'œuvre qui ne sont pas satisfaits. Et ce qu'a fait le gouvernement de Giorgia Meloni, c'est de délivrer des visas, mais de sélectionner une main-d'œuvre étrangère, certes, mais avec des conditions précises d'entrée, pour qu'elle travaille et puis pour quelle durée. Or, les politiques de régularisation sont tout le contraire, parce qu'une politique de régularisation consiste à laisser entrevoir que même si vous venez en violant nos lois, en violant nos frontières, y compris par la violence, il y a l'espoir que peut-être vous allez être régularisé. Et c'est ça qui affaiblit nos frontières. Ensuite, il y a des modèles innovants de politique de gestion des frontières, avec la création de centres de retour, d'expulsion des migrants, que nous avons voté au Parlement européen. Donc nous avons un règlement, une législation de l'Union européenne qui a été adoptée il y a quelques semaines, qui prévoit de renvoyer par exemple des OQTF, de pouvoir les envoyer dans des centres qui seraient spécialisés, mais déjà en dehors de l'Union européenne, afin de finaliser l'expulsion dans le pays d'origine. Donc il faut aussi travailler, je dirais, avec la volonté politique ferme que je décrivais, donc pour empêcher les entrées. Il faut aussi travailler avec cette volonté politique ferme sur les expulsions pour qu'elles soient efficaces. Parce que si des clandestins ont l'espoir d'être régularisés, ou si des clandestins, comme c'est le cas en France, savent qu'ils ont moins de 10% de probabilité d'être expulsés lorsqu'ils ont une OQTF, alors évidemment nous ne sommes pas pris au sérieux. C'est ça que je crois très important, c'est d'être pris au sérieux, qu'il y ait une quasi-automaticité entre la violation de la loi et ensuite la sanction qui, pour un migrant clandestin, signifie l'expulsion immédiate. On a parlé de l'Italie, on a parlé de l'Espagne. On voit que ce sont des voix qui sont, si ce n'est antagonistes, en tout cas très différentes sur cette question migratoire. Est-ce que, selon vous, l'Union européenne est encore capable de parler d'une seule voix sur ce sujet, ou est-ce qu'on est destiné, est-ce que l'Europe est destinée, au fond, à être divisée sur cette question migratoire ? Alors moi je dirais que comme j'ai un petit peu l'antériorité sur plusieurs années, vous l'avez dit, j'ai été directeur de Frontex, il m'arrivait très régulièrement d'être auditionné par le Parlement européen lorsque j'étais directeur de Frontex, et à l'époque vraiment c'était des voix de gauche, c'était quand même une vision très angéliste et plutôt laxiste. Depuis 2024, nous avons un Parlement européen où il y a au moins un tiers des membres qui sont favorables à une politique extrêmement ferme. Le Rassemblement national et notre groupe d'alliés des patriotes, mais aussi le groupe de Giorgia Meloni, les conservateurs et réformistes européens, et même la droite entre guillemets classique du Parti populaire européen, nous avons à plusieurs reprises formé des alliances de vote au Parlement européen pour, je le disais, faire voter ce règlement sur les expulsions, pour faire voter un règlement sur les pays tiers sûrs qui permet de refuser de prendre des demandes d'asile et de dire à ces étrangers, eh bien, vous pouvez aller dans tel ou tel autre pays hors de l'Union européenne pour faire la demande d'asile. Donc, optimiste politiquement sur la capacité à trouver des majorités fermes. C'est ça, et donc ce sera la démocratie qui à la fin gouvernera. Merci beaucoup Fabrice Leggeri pour votre intervention ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes député européen du Rassemblement national et ancien directeur exécutif de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bonne journée à vous, on est bien sur Sud Radio, il est 10h28 et dans un instant, comme vous en avez l'habitude, vos grands débats de l'été. Les chroniqueurs sont en train de se préparer pour des débats enflammés. À tout de suite sur Sud Radio.